Bonjour à tous, bienvenue sur cette matinale à des thèmes que nous avons préparée avec Sylvie Simon de Speedianet. Une matinale qui va vous présenter à travers des cas d'application bien concrets comment l'IA booste la connaissance et l'expérience client. Je suis Marie Lacoste. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADTEM, nous sommes le plus grand réseau de marketeurs en France. On présente tous les métiers, tous les secteurs B2B, B2C, des prestataires, des annonceurs, des instituts, etc. En tout, c'est un écosystème de plus de 8000 professionnels, dont 1000 membres qui sont notre plus grande force. Et notre mission, c'est d'apporter justement à cet écosystème au sens large du contenu, des occasions d'échanger, de réfléchir, de la veille et puis des points réguliers sur les tendances marketing et surtout beaucoup de partage, notamment avec les adhérents. Un petit point avant de laisser la parole à Sylvie, j'en profite pour vous signaler que les inscriptions pour l'ADTEM Factory du 30 novembre sont ouvertes. On va aborder le thème du Back to Business 8 mai. Est-ce qu'on fera comme avant, voilà. Et il y a plein d'interventions de très belles marques comme Truffaut, SNCRF, L'Oréal, Franprix, voilà. Et nous allons vous mettre le lien dans le chat. Et nous revenons donc à l'IA, la connaissance client et l'expérience client. Je laisse Sylvie Simon lancer le sujet et vous présenter les intervenants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va vous dévoiler des cas concrets. Donc, on va être très pragmatique ce matin. Donc, pour cela, Speedianet a invité donc 3 éditeurs qui vont parler de leurs clients, des bénéfices que leurs clients ont pu donc gagner en adoptant donc de l'intelligence artificielle. Donc ces 3 éditeurs qui interviendront donc à tour de rôle pour vous présenter ces cas seront Unify, Diem et Didoo. Voilà. Et avant donc de leur passer la parole, je vais tout simplement vous expliquer donc ce que Speedianet peut aujourd'hui vous offrir et bien évidemment vous faire un petit tour de panorama de l'IA, que vous ayez une vision 360. Donc, comme je vous disais, Speedianet, aujourd'hui, nous sommes une place de marché et nous guidons les entreprises pour identifier la solution donc la plus adaptée à leurs besoins. Et bien évidemment, ces solutions vont vous faire gagner de la compétitivité, de la productivité et vont parler, bien sûr, autour de la connaissance client et de l'expérience client. Donc, notre promesse, c'est de vous rendre l'intelligence artificielle accessible, quelle que soit la taille de votre entreprise. Et pour cela, on a une démarche très simple. Tout d'abord, c'est vous aider à identifier le bon cas d'usage, celui qui, bien évidemment, vous rapportera un ROI rapide. Et pour cela, on a une démarche qui va vous aider à diagnostiquer ce cas d'usage. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure puisque je vous offrirai, pour les gens qui sont intéressés, un diagnostic innovation. Et on le mettra en jeu à la fin de ce webinaire. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a identifié, et c'est là qu'arrive toute la valeur de Speedianet, c'est un catalogue et un référencement de solutions qui a été mené en France sur toutes les solutions d'IA. Et aujourd'hui, vous avez 3 éditeurs représentant ces solutions, qui bien évidemment est organisé par métier, par secteur d'activité, par cas d'usage, cas d'application, et vous pouvez bien évidemment requêter ce catalogue et choisir la solution. Et une fois que vous avez choisi la solution, bien évidemment, il s'agit de déployer et de réaliser un pilote, autour bien évidemment de la solution choisie. Et pour cela, on vous accompagne en termes d'expertise, en termes de mise en place d'indicateurs, de suivi du ROI et bien évidemment de conduite du changement. Donc voilà pour la démarche. Bien évidemment, tout cela, comme je disais, s'appuie sur une place de marché que vous pouvez directement référencer, qui va vous permettre de réaliser le diagnostic innovation, que je vous offrirai tout à l'heure, à la fin de ce webinaire, qui va également, bien évidemment, vous permettre de rechercher la solution parmi le catalogue et également obtenir des conseils, soit en ligne, soit directement avoir un intervenant expert sur votre site. Donc, une fois que l'on a dit ça, le sujet est de savoir, parce que souvent on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est quelque chose qui est souvent assez galvaudé. Donc, est-ce que réellement c'est une
plutôt une mode ou est-ce qu'on a affaire à une vague de fond de l'intelligence artificielle? Et là, je vous ai mis simplement quelques chiffres pour remettre en situation, donc en perspective le sujet. Déjà, comme vous le voyez, donc de nombreux investissements sont menés aujourd'hui aussi bien dans le secteur privé que public. Vous avez également de nombreuses startups et la France donc, est très bien représentée sur ce sujet puisqu'on a une culture quand même de mathématiciens et on a plus de 68 laboratoires de R&D qui s'appliquent donc à l'IA, à la donnée, à la data, donc, et avec aujourd'hui plus de 500 startups. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement donc, ont été démultipliés depuis 2 ans par 3 sur les dépenses et les investissements réalisés sur ce domaine. Donc, on peut dire qu'on n'est plus dans une mode, mais on est vraiment sur une vague de fond et que l'IA va pénétrer toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, justement, sur tous les secteurs économiques qui sont concernés, donc si on prend le secteur de la santé, vous avez de nombreuses solutions, notamment qui aident à diagnostiquer et à lire l'imagerie médicale. Donc ça, c'est sur le domaine de la santé. Vous avez des sujets également sur le commerce. Vous avez tous eu affaire un jour à un agent virtuel et on en reparlera aussi dans ce webinaire. Également des solutions qui vous aident à prévoir les ventes, donc et à augmenter et à optimiser vos stocks, par exemple. Sur la partie finance, beaucoup de solutions sont focalisées sur l'analyse de risque et notamment la détection de fraude, donc, et évidemment permettre d'octroyer des crédits donc, avec une bonne analyse du risque pertinente. Autre exemple dans les transports, donc vous avez tous entendu parler de la voiture autonome. Bon, aujourd'hui, on n'est pas au niveau de l'autonomie 5, mais on avance. Beaucoup de capteurs permettent donc à la voiture aujourd'hui d'être proposer des choses de façon autonome. Vous avez également donc des solutions, par exemple. Quand on fait du covoiturage, Uber ou Lyft, qui vous localise à un instant T, vous propose la voiture la plus proche et en fonction du service que vous demandez. Donc tout ça, bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle. Vous avez dans l'industrie beaucoup de solutions autour de la gestion des stocks, de la maintenance prédictive. Donc, et bien sûr, vous avez aussi des solutions robotiques qui sont équipées d'intelligence artificielle. Donc, et enfin, donc, pour terminer ce petit panorama, même dans l'environnement, donc, on a des solutions donc, qui permettent, par exemple, d'optimiser l'épandage aussi bien d'herbicides que d'eau. Et également, vous avez des solutions dans tout ce qui est bâtiment intelligent, puisque les énergies sont optimisées donc, par rapport à des capteurs. Voilà. Donc, tout ça simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, donc, l'IA est partout dans l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Alors, pour revenir donc au sujet de la matinale, donc comme vous le savez, donc on va parler donc d'optimisation de la connaissance client et de ses données pour obtenir bien sûr une expérience client la plus intéressante et la plus productive possible. Et vous allez donc avoir 3 présentations. Donc une première, donc Unify va donner, qui va être centralisée sur comment j'utilise et j'optimise ma connaissance client pour permettre à mon e-commerçant d'avoir une meilleure expérience client et offrir une meilleure expérience client donc à mes clients. Deuxième présentation, donc là on va parler plus de fidélisation client. Donc, à travers, donc vous voyez les noms des marques d'ailleurs qui seront concernées. Donc, et à travers une solution qui va vous permettre de cibler donc de façon très intelligente vos marketing, votre marketing et d'aller très loin donc dans cette approche. Et ensuite, on aura une troisième solution qui va là plus nous parler de la relation client, comment j'optimise ma relation client à travers donc des agents virtuels et à travers des solutions donc intelligentes qu'on va vous présenter. Donc voilà pour ces 3 donc, cas clients concrets qui vont vous être présentés. Donc je vais passer donc la main tout de suite à Jess Créance d'Unify qui va vous présenter sa solution. Merci Sylvie. Alors moi je vais pas parler de connaissance client, je vais parler de fiabilité de données produits. Je vais laisser le sujet de la connaissance client à mes amis François et Sarah de Diem.
Aujourd'hui, on vit dans un monde où de plus en plus d'entreprises se tournent vers le e-commerce, de façon directe ou indirecte. Je pense que vous avez tous vu la levée de fonds, tentaculaire de Miracle, avant-hier. Hem, je et j'ai pas grand-chose à vous apporter de plus là-dessus que ce constat implacable qui est qu'aujourd'hui le e-commerce est partout, même dans le procurement, hem, en B2B. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de fiabilité de données produits? Aujourd'hui, l'information produit, c'est une donnée FEVAD, c'est la donnée regardée par 85 des internautes en ligne. C'est la première donnée regardée, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que, quand vous arrivez sur un site internet, alors j'ai pris un e-commerçant français dont je tairai le nom, heu, quand vous arrivez sur un site internet et que vous cherchez un produit et que vous êtes très spécifique dans les données que vous rentrez et que vous n'avez pas l'information que vous le produit que vous recherchez en fonction des informations que vous avez rentrées, généralement, comme vous savez que vous êtes à un clic de leur concurrent, vous allez aller chez le concurrent qui, lui, par contre, a une donnée mieux référencée et des fiches produits plus parlantes et que vous êtes plus enclin à aller visiter tout de suite. En moyenne, le taux d'intention d'un internaute sur un site e-commerce, c'est 2 secondes. Autant vous dire que la fiabilité de la donnée produit, c'est le nerf de la guerre pour la majorité des e-commerçants aujourd'hui. Que ça soit d'ailleurs, du point de vue de l'expérience pour les fournisseurs et les vendeurs qui sont tous, amenés à vendre sur de plus en plus de marketplaces où il faut que l'expérience d'onboarding des produits sur une marketplace, sur un site e-commerce ou chez un retailer classique d'ailleurs, soit la plus fluide possible. Et du côté du client, qui a envie de trouver les produits qu'il cherche, dont il soit sûr que, bah, la puissance de l'iPhone, recherché, c'est bien la bonne, parce que, vous avez envie d'être sûr du produit que vous allez acheter, vous n'avez pas envie de retourner un produit. Je rappelle que pour un e-commerçant, pour un commerçant classique, un retour produit, c'est en moyenne 80 € par produit. C'est un coût considérable. Et donc la promesse qu'on fait, nous, Unify, à nos clients, c'est de les aider de passer de catalogues de produits qui sont relativement pauvres, pas toujours très exhaustifs, avec de la donnée planquée dans des descriptions, des titres, que nous allons aider, que nous allons exhaustif, fiable, hem et qui puisse nourrir, ben, des solutions e-commerce, des solutions SaaS, et afficher en fin d'expérience des données les plus fluides possibles. Et pour ça, on a une suite de modèles d'intelligence artificielle. On n'a pas, d'intelligence artificielle globale, qui touche à tout, qui fait le café et qui nettoie la donnée produit au passage. On a des modèles qui sont spécialisés sur des problématiques bien définies. On va faire du mapping, on va vous aider à intégrer des catalogues dans un référentiel, puisqu'aujourd'hui, quand vous êtes e-commerçant et que vous travaillez avec 600, 800, 1000, 2000 marques, toutes ont des structures de catalogues différentes. On va vous aider à nettoyer les données, à corriger les erreurs, et là, on a des modèles d'IA qui sont capables de faire de la détection d'anomalies, de vous dire que, bah, non, une perceuse de 1 500 tonnes, statistiquement, ça n'existe pas dans vos catalogues et que probablement qu'il y a une erreur au niveau du poids de la perceuse. On va faire de la classification, donc on va être capable de traîner des modèles à ranger des produits. Ça marche aussi pour de la donnée client d'ailleurs. Je fais une petite passe, à mes amis de chez Diem. On va vous dire: «Bah, oui, ce produit-là, c'est une perceuse, donc elle se range dans les perceuses électriques, les outils de bricolage, l'univers de la maison». Hem, on va faire de l'extraction, donc on va être capable de lire des textes riches et d'aller chercher, la couleur d'une robe, dans une description, le poids d'une perceuse dans une description ou sa puissance, et donc on a de la compréhension de langage et de la compréhension, textuelle et là on rejoint des sujets que vous allez aborder avec Didou, j'imagine, où on va être capable de comprendre le sens des mots, le sens des produits et le sens des fiches. Et enfin, on va faire du match. Si jamais vous avez alors je prends un exemple, donné client parce qu'il est plus parlant, mais si vous avez François le tanneur avec le tanneur en un seul mot et François le tiret tanneur et François le plus loin tanneur et François le tanneur avec un seul N au lieu de 2, heu, s sont-ce les mêmes clients ou pas? Dois-je leur envoyer quatre emails différents? Ou finalement est-ce un doublon dans mon CRM et du coup suis-je sûr du parcours client de François sur mon site internet? Et du coup, est-ce que je lui propose toujours la perceuse qu'il cherche? Et mes algos de personnalisation et de recommandation sont-ils pertinents? Vaste question. L'utilisation de modèles d'intelligence artificielle, là où des méthodes classiques peuvent avoir du mal à identifier des erreurs parce que très nombreuses, entre un tanneur avec un seul N et un tanneur avec 2 N, pour un algorithme, c'est radicalement enfin pour une méthode, une règle classique, c'est très différent. Pour un algorithme d'intelligence artificielle qui a l'habitude de lire des textes riches et qui fait de la compréhension de langage, eh bien, c'est un peu plus simple d'aller nettoyer ces données-là.
Parlons d'impact un peu. Pendant des années, il y a des éditeurs de logiciels qui ont vendu de l'IA sur une promesse vague et large. Aujourd'hui, l'impact, il est mesurable, il est direct. Quand on parle de conversion de fiches produits, on a démontré avec nos partenaires Akeneo, qui sont éditeurs de logiciels PIM, qu'une fiche produit convertissait, quand elle était enrichie, convertissait en moyenne 56 plus, qu'une fiche pauvre. On l'a fait avec Pinky. On a démontré qu'on arrivait à réduire par 2 le time to market d'un produit, donc le temps où le produit arrive, est référencé et sa publication sur un site internet, en automatisant le travail de classification, de nettoyage, d'extraction et d'enrichissement. Et en moyenne, chez Intersport, ce temps divisé par 2, c'est 18 heures par semaine par responsable, données produits, qui est passé non plus, à corriger, des mauvaises classifications, mais à, améliorer des descriptions, faire de l'éditorial, et apporter de la valeur à des clients, qui en ont de plus en plus besoin. Voilà pour moi, je vais laisser la main, à mes amis de chez D-Aim et je répondrai avec plaisir à vos questions à la fin de la discussion. Merci. Merci Jess pour la belle transition, une belle entrée en matière. Parce qu'effectivement, une fois que Jess et ses équipes ont fait le boulot incroyable de nettoyage, de préparation, de qualification de la donnée, que ce soit d'ailleurs la donnée produit ou aussi la donnée client, cette donnée va venir alimenter ce qu'on fait chez DM. Et donc, on va vous expliquer ça avec François. Donc, moi, je suis Sarah Thompson, je suis en charge des partenariats et des alliances chez DM. Et c'est François qui me joint aujourd'hui pour vous présenter plus en détail comment on a réussi à transformer le marketing client chez Caporal. Tout d'abord, on est qui chez DM? Alors, DM, on existe en fait depuis 20 ans. Et au début de notre histoire, on a toujours été spécialisé dans tout ce qui est data science au service de la connaissance, de la relation client. Et on opérait ça en mode service, en mode conseil, avec des humains. Et il y a quelques années, on a décidé d'embarquer toute cette expertise data, intelligence artificielle, parce qu'on opérait déjà à l'époque des méthodes de machine learning, de deep learning, bien en amont, et cette expérience humaine dans le marketing relationnel, dans l'accompagnement de diverses marques, beaucoup de marques, plus de 100 marques. On va dire, on embarque ça dans des softwares. Pourquoi on a pris cette décision? Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte chez DM que malgré les progrès qu'on fait grâce à nouvelles technologies sur le marché du marketing client, on reste aujourd'hui quand même dans un marketing qui n'est pas encore véritablement individualisé. On parle d'ultra-personnalisation, de marketing one-to-one, de customer-centric, mais véritablement aujourd'hui, ce qu'on voit dans la majorité des marques avec qui nous travaillons et autres, c'est que les marketeurs utilisent majoritairement les mêmes mécaniques sur les mêmes targets, sur les mêmes moments. C'est les marronniers récurrents. Et nous, consommateurs, tous autour de cette table virtuelle, on est saturés. Ce qui fait côté marketing client, on envoie de plus en plus de campagnes pour moins de performance, moins de résultats. Et donc, il y a effectivement une profitabilité client qui est en baisse. Petit exemple, c'est votre anniversaire, il y a 32 marques qui vous souhaitent bon anniversaire. En fait, à quoi ça sert? Une grande partie de ces marques ne sont pas légitimes. Vous en foutez un tout petit peu en étant consommateur. Vous auriez peut-être préféré un autre type de message ou pas de message du tout. Et la raison pour laquelle la majorité des marques bossent comme ça, c'est tout simplement parce qu'en étant humain, le cerveau humain, il est un peu limité, on est fatigué, on peut être malade, il ne peut pas prendre plusieurs décisions opérationnelles au même moment. Donc, imaginez, avec des millions de clients, des milliards de décisions, c'est humainement pas possible. Et chez DM, on a en fait confié cette limite, cette prise de décision humaine qui est impossible à faire pour un marketeur, pour chacun de ses clients. On a confié ça à l'intelligence artificielle, tout en gardant l'aspect humain, parce qu'il faut poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle pour qu'elle réponde. Et puis, donc, la promesse de ce moteur, ce qu'on appelle un moteur d'arbitrage, c'est de dédier un marketeur virtuel
à chacun des consommateurs. C'est ça la promesse. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ce moteur? C'est qu'il va tous les jours décider pour chacun d'entre vous, pour François, pour Physique, pour Jess, pour Katia, pour tout le monde, pour moi-même, de quoi je dois parler à cet individu aujourd'hui, sur quel canal, avec quel type d'offre et avec quel investissement. Il va arbitrer ça tous les jours automatiquement. Ce qui veut dire que les marketeurs aujourd'hui vont arrêter de faire des choses récurrentes, faire de la production, un peu le gain de temps que Jess vient de décrire sur le travail, sur les données catalogues, les données produits. C'est la même chose, on se libère, on s'affranchit des tâches qui ne sont pas des tâches très, très valorisantes pour un marketeur, qui peut se concentrer justement sur la création de nouvelles expériences pour les consommateurs. Parce que la prise de décision est confiée à l'intelligence artificielle, le marketeur revient dans son job. Qu'est-ce qu'il a toujours fait? La création, trouver en fait les bonnes occasions de prendre la parole avec des clients. Que ça soit d'ailleurs relationnel, commercial, serviciel, informationnel ou promotionnel. Donc, on arrête parfois de bastonner, de saturer avec la promo et on va explorer côté marketing, en fait, d'autres moyens d'engager le client sur d'autres types de messages qui auront beaucoup plus de sens pour nous, humains, tous autour de cette table. Et ce qu'on appelle l'individuation marketing chez DM. C'est une nouvelle vision éthique et complètement singularisée du marketing client. Et on travaille avec beaucoup de marques, beaucoup dans l'e-commerce, le retail spécialisé, la grande distribution. On bosse aussi beaucoup dans les banques assurances et les télécoms parce qu'ils ont une multitude d'opportunités, une multitude d'occasions, de raisons pour parler à leurs clients. Et pour illustrer voilà, cette approche, le succès de cette approche, je laisse la parole à François qui va nous expliquer comment ça s'est opéré chez Caporal. Oui, bonjour à tous. Merci Jess de décrire mon nom de famille. Alors, pour tout le monde, c'est LE plus loin TA2NEUR. Comme ça, j'ai résolu la chose en intelligence non artificielle, mais en intelligence même pas humaine. Bon. Comme le dit Sarah, nous, ce qu'on trouve très intéressant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de partager les eaux entre ce que sait faire un être humain, toute la créativité que l'on peut laisser à l'être humain et que soit toutes les intelligences artificielles du monde n'auront jamais, et laisser aux mathématiques ce que font les mathématiques. Et on se partage, c'est pour ça qu'on a deux ailes à notre logo, deux ailes à notre papillon. Il y a une aile qui symbolise justement cette partie mathématique, qui est de dire, parmi ces millions d'opportunités, ces millions de possibles, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à telle personne parce qu'il est à tel endroit, parce qu'il est dans tel niveau de relation avec la marque. Et c'est ce à quoi on utilise, nous, l'intelligence artificielle. Et on travaille beaucoup avec les entreprises que vient de présenter Sarah, à dire, mais revenons au marketing, remarketons, arrêtons de faire du marketing de campagne, arrêtons d'être ravis parce que le taux d'ouverture est passé de 18 à 19%. Ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens. Et donc on essaye de retourner la façon de travailler en disant, écoutez, nous, au marketing, dans des opérations de CRM, dans des opérations de mise en valeur de produits, d'opportunités, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Et l'un des bons exemples qui illustre la puissance de l'intelligence artificielle, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a tous fait des tests A ou B. On se dit, est-ce que les gens veulent du bleu ou du rouge? Et on constate que, dans mon exemple, 55% des gens veulent du bleu. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des 45% restants, ceux qui voulaient du rouge, ceux qui voulaient du vert, du violet, du jaune, etc. Humainement, on comprend bien en écoutant ça que ce n'est pas possible de traiter ça. On ne peut pas le faire humainement. On ne peut pas faire une campagne une par une pour les gens qui veulent du violet foncé. L'intelligence artificielle, elle le permet. Il suffit de proposer toute la palette des couleurs, tout l'arc-en-ciel. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence va arbitrer que pour Jess, c'est plutôt du jaune. Pour Sarah, ça sera plutôt du bleu. Et pour moi, ça sera plutôt du vert. Et c'est ça que l'on sait faire. Alors, je zoome très vite, puisque c'est le sujet, sur le business case avec nos amis de Caporal. Caporal, déjà, première chose, c'est 1600 détaillants multimarques. C'est plus de 100 boutiques, une trentaine de franchises. C'est une véritable alternative aux marques internationales. Caporal, d'ailleurs, je fais un peu de pub pour eux. C'est la bonne façon d'avoir un jean pas cher, à moins de 100 €, d'excellente qualité,
et en plus, vous pouvez le recycler. Donc, je fais de la pub pour Caporal, ce n'était pas le sujet, mais j'en ai profité. Quand on a rencontré Caporal, Nicolas Ciccione, il voulait refaire un programme de fidélité, mais pas un programme de fidélité comme tout le monde. Il ne voulait pas faire un programme de fidélité qui ne récompense que les clients qui sortent du magasin. Et tout le sujet par rapport à ça, c'est de dire pourquoi les programmes de fidélité ne récompensent que les clients qui sortent du magasin. Parce que c'est à la caisse qu'on vous demande si vous avez la carte du magasin. C'est à la caisse. On ne le fait pas pour rien, on le fait pour collecter de la data. Et Nicolas Ciccione, directeur marketing de Caporal, dit non, non, moi je récompense les gens qui rentrent. Je veux récompenser la fréquence, les gens qui interagissent avec la marque, les gens qui, dans ce moment-là, sont dans une relation avec la marque, mais qui n'est pas forcément une relation transactionnelle, qui peut être une relation émotionnelle. Et pour récompenser tout ce genre d'interaction, il faut être capable de les tracer, il faut être capable de comprendre les bons moments, il faut être capable de créer des opportunités. Et si on le fait assez simplement, on est capable de partager les eaux entre, OK, qu'est-ce que Caporal, la marque, pourrait vouloir dire à un client dans un moment donné. Il pourrait vouloir lui dire merci. Il pourrait vouloir lui dire viens découvrir, partage, parraine, reviens dans un magasin, joue avec moi, précise ton profil, recycle ton jean. Vous voyez, on voit bien qu'en faisant ça, si on crée autant d'opérations par client à ce moment-là, ça serait quasiment impossible à faire en marketing automation. Je fais courte, mais ça va ça. En revanche, l'intelligence artificielle va être capable, en analysant tout ce qui s'est déjà passé, toutes les interactions des clients avec la marque, en parrainage, etc. Dans tout cet univers relationnel et émotionnel, l'intelligence artificielle va être capable de dire le message le plus pertinent pour Sarah aujourd'hui, et de très loin, c'est de dire Sarah, j'ai une nouvelle collection de jeans, viens la voir et ramène ce que tu as dans ton placard. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Pour François, ça n'a absolument aucun sens. François fait sa rentrée scolaire, par hypothèse, enfin, je me rajeunis, mais si je fais ma rentrée scolaire, le message le plus pertinent pour moi, c'est de dire, tiens, j'ai des cartables, j'ai des accessoires, etc. Vous voyez bien qu'au même moment, tous les matins, et c'est ce qu'on fait avec D-Aim, avec l'outil de D-Aim, tous les matins, on refait un arbitrage. Tous les matins, on s'est nourri de tout ce qui s'est passé la veille, on a rescoré toute la possibilité, tous les possibles de la veille. On a considéré tous les arbitrages nécessaires. Est-ce que Caporal veut augmenter son chiffre d'affaires ou sa marge? On voit déjà que ce n'est pas la même chose. Son acquisition ou son anti-churn, on voit là aussi que ce n'est pas la même chose, etc. Eh bien, toutes les nuits, tout ça est remouliné. On peut aujourd'hui, sur des clients comme Caporal, on sait qu'on a déjà 1 million d'adhérents au nouveau programme de fidélité de Caporal. Je crois que ça, c'est marqué sur la slide suivante, mais je le fais de tête. On a déjà donc plus d'1 million de clubbers, c'est le nom du club là-dedans. On mouline plus de 6 millions d'actions récompensables, dont 60% d'émotionnel qu'on oppose à transactionnel, émotionnel par rapport à transactionnel. Toutes ces transactions-là, toutes ces actions-là, tous ces éléments-là sont moulinés toutes les nuits. Ce qui permet d'avoir un taux d'activité absolument hallucinant, de 83% sur le million de clubbers qui sont très actifs dans le club. On augmente évidemment, mais ça, les programmes de fidélité le font à chaque fois. On augmente le panier moyen de 13% et on a un taux de réachat de plus 5 points. Alors, quand on se dit ça, on se dit, bon, très bien, formidable, épatant, youpi. C'est une démarche de construction longue. C'est des démarches sur lesquelles l'intelligence artificielle, évidemment, se nourrit de toute la data. Elle va se nourrir de toutes les interactions, de toutes les sollicitations. On m'a sollicité pour cela ou pour ceci. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que ça m'intéresse en septembre? Est-ce que ça m'intéressera en octobre? Vous voyez toutes ces idées-là. Et donc, toute la force d'un projet de type D-Aim basé sur l'intelligence artificielle, c'est de se dire qu'au départ, assez rapidement, comme le disait Jess tout à l'heure dans son métier, on va être capable de rationaliser et d'envoyer de manière beaucoup plus pertinente le bon message à la bonne personne au bon moment, même si le message c'est un peu vieux, cette histoire-là. Là, aujourd'hui, on peut le mesurer. Sur un autre client qu'on présentait la dernière fois avec Sylvie à la DTM aussi, on a présenté un cas avec Ouest France où à moins 30% d'envoi, on augmentait déjà le chiffre d'affaires. À moins 30% d'envoi, on augmente le chiffre d'affaires. Donc, ça permet déjà de construire ce genre de choses. Et puis, plus ça va aller, ça permet, en observant les interactions des uns et des autres, de focaliser et de se concentrer sur la meilleure pertinence du moment.
Et donc, du coup, les équipes marketing chez Caporal, chez West France, chez tous nos clients, se recentrent. Elle ne s'occupe plus de dire est-ce que la campagne de rentrée a un mailing qui est joli, qui part au bon endroit, qui a un taux de délivrabilité. Ça, les outils le font. Les outils le font très, très bien. En revanche, ils vont se retourner en disant OK, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire parce qu'il pleut aujourd'hui à Marseille? C'est quoi le possible aujourd'hui? En marketing, on peut créer tous ces possibles-là. Laissons l'intelligence artificielle dire OK, c'est pertinent pour 10 personnes aujourd'hui, pour 1000 personnes, pour 5000 personnes. Et c'est tout ça, c'est en ça qu'on est en train, grâce à l'intelligence artificielle, de répondre finalement à l'objet de la conférence qui nous réunit, qui est de dire comment à la fois ça peut booster la connaissance, mais surtout l'expérience du consommateur. La connaissance, ça appartient beaucoup à Jess, à son univers, mais l'expérience consommateur, c'est de dire OK, Sarah, pour toi c'est important, je vais te souhaiter bon anniversaire. Pour François, ça n'a aucun sens. Quand Speedy me souhaite bon anniversaire, j'adore Speedy, j'ai rien contre, hein, mais ça ne m'intéresse pas. Bon anniversaire de la part de Speedy, ça n'a pas de sens pour moi. Et pour autant, Speedy trouve, comme toutes les marques, ce trigger-là pour essayer de dire tiens, ça doit être son anniversaire, on va lui faire une offre. Ça n'a pas de sujet. On peut travailler sur la promophilie. Est-ce que ça a du sens de dire à tout le monde moins 50% ou moins 2%, peu importe, alors qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour ça? Alors, je ne viens pas parce qu'il y a moins 5% ou moins 50%. Ce n'est pas ça mon driver. Mon driver, c'est que j'aime la marque Caporal. Vous voyez tout ce qu'on peut faire autour de ce genre d'approche. Pardon, je crois que je suis un tout petit peu long. Il faut toujours m'arrêter, moi. Merci à tous, pardon. Je passe la main à Katia. Bonjour à tous. Moi, je suis Katia Oubiguian, je travaille chez Didu. Et vous allez voir qu'on a une solution, des solutions qui vont complètement compléter les présentations précédentes, puisque nous, on va intervenir à partir du moment où un client a une question vis-à-vis d'une marque ou a une problématique vis-à-vis d'une marque. La marque, d'un côté, elle va avoir comme vocation d'y répondre le mieux possible, le plus vite possible, et bien évidemment au coût le plus faible possible. Mais les deux plateaux de la balance, à savoir une bonne expérience et une rentabilité optimisée pour les entreprises, c'est ce à quoi on va répondre avec ce qu'on appelle des agents conversationnels. Alors, langage courant, chatbot, callbot, voicebot. En gros, c'est ces agents qui vont répondre de façon automatisée à des questions, quel que soit le cycle de vente et quelle que soit l'interaction de la marque. On verra que ces moments sont de plus en plus fréquents. Et interviennent de plus en plus sur des cas extrêmement précis de la relation. Notre objectif, c'est d'être vraiment dans le conversationnel, on pourra y revenir, mais d'avoir une expérience qui va utiliser le langage naturel et donc tous les individus qui ont envie de parler avec une marque comme elle parlerait à quelqu'un, de la façon la plus optimisée possible. Alors, lorsqu'on avait fait une première session justement avec l'ADTEM, alors, je n'arrive pas à bouger la slide. Merci. J'avais présenté les résultats d'une étude, puisque ça fait 12 ans qu'on est dans cet univers-là. Plus de 5 ans qu'on sonde régulièrement le marché pour évaluer les tendances et avoir des éléments qui nous permettent, de conforter notre stratégie, mais aussi d'identifier les sujets sur lesquels on a besoin de se développer. Et pour cette année, notre 5e observatoire des chatbots, on s'est concentré aux solutions de manière plus globale de self-care. Ce qu'on appelle le self-care, c'est la possibilité pour un consommateur de trouver lui-même la problématique, de résoudre lui-même la problématique qu'il a. Et en fait, selon une étude du Forrester, il y a 72% des consommateurs qui préfèrent résoudre leurs problématiques tout seuls plutôt que de passer par un centre d'appel notamment. Et du coup, nous, on s'est intéressé aux différentes solutions existantes sur le marché, dont font partie les chatbots, les callbots et ce genre de choses, pour se rendre compte, bien évidemment, que c'est une tendance qui est forte, qui a tendance à s'accentuer, puisque tout confondu, les clients nous ont expliqué, alors c'était des directeurs marketing et des directeurs de service client qui composaient le panel de 300 individus qu'on a interrogés. Et clairement, la proportion des requêtes qui sont prises en charge par des outils de self-care est importante et a tendance à augmenter. La proportion des budgets qui y sont consacrés a tendance
a augmenté aussi. Et nous, on le voit en particulier sur l'univers des chatbots, puisque en 2 ans, la proportion des marques qui ont déjà ce type d'outils et qui vont ou qui ont projet de le faire, a augmenté de 10 points. Et lorsqu'on les interroge aussi sur leurs intentions, on s'aperçoit que 90% des répondants estiment que les robots conversationnels ont une partie de plus en plus importante dans l'univers des self-care. Un des points sur lesquels, cette fois-ci, je voudrais insister, c'est la partie voix, parce que les chatbots, on y est relativement habitué, même si c'est quelque chose qui, contrairement à ce que beaucoup revendiquent, il y a beaucoup de clics-boutons, il y a beaucoup simplement de mots-clés, donc nous, on est véritablement dans l'univers du conversationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de gérer des digressions, qu'on est capable de suivre une conversation sur plusieurs questions sans avoir besoin de répéter le sujet initial. Ça veut dire qu'on est capable d'expliquer en faisant des schémas et pas simplement en répondant avec du texte. Il y a tout un tas d'éléments qui font que vous avez l'impression d'être dans une véritable conversation et que donc vous allez avoir une expérience valorisante avec le texte. Ça, c'est des choses qu'on est habitué. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus apparaître comme pertinent, c'est le même type de service associé à la voix. Tout simplement parce que la voix, c'est, et là, on est dans le meilleur exemple, c'est un outil de communication hyper naturel, hyper simple, qu'on a envie d'utiliser aussi quand on a un problème avec une marque. Et donc, on avait 93% de ce panel qui, aujourd'hui, estimait que l'utilisation d'un service vocal pouvait être extrêmement pertinente pour leur activité. Du coup, c'est un peu sur ce sujet-là que je vais me focaliser. Si vous souhaitez des éléments sur les chatbots, vous trouvez énormément de cas clients sur notre site. La dernière fois, on était intervenu en compagnie de Total Direct Energy. Vous verrez que l'intérêt pour les marques, c'est bien évidemment de pouvoir répondre à des clients sans les faire attendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le maximum de réactivité. Lorsqu'on est dans le domaine de la voix, il y a des choses un tout petit peu différentes qui sont à prendre en compte. D'abord parce que souvent, ça va être intégré à un parcours qui est plus complexe, c'est-à-dire que le callbot, qui est la réponse par téléphone, va intervenir soit en complément d'un chatbot, soit en complément d'un serveur vocal interactif. Maintenant, un serveur vocal interactif, vous avez tous fait l'expérience de taper 1, taper 2, taper étoile. C'est pas ce que nous on appelle du conversationnel et c'est pas ce qui procure une expérience satisfaisante. Mais des fois, ça peut intervenir en complément. Ça intervient souvent en complément des centres d'appel, puisque on verra, c'est par définition des marques qui vont être confrontées à des milliers, voire des millions de volumes d'appels à traiter. Et puis surtout, c'est souvent intégré à un parcours de CRM, tout simplement parce que mes confrères ont parlé de personnalisation. Quand on veut apporter une réponse pertinente, il faut qu'elle soit personnalisée. Et être personnalisée, ça veut dire qu'on connaît l'interlocuteur. Et bien évidemment qu'on est capable de lui apporter une réponse qui va lui correspondre à lui personnellement et pas tous les consommateurs de façon générique. Là où ça va vraiment apporter des éléments, et je pense que ça va faire écho à tout le monde, parce que vous avez tous vécu ces expériences où lorsque vous avez soit un problème de colis, soit un problème d'après-vente, soit vous voulez absolument savoir où en est votre commande, quand vous devez attendre déjà 10 minutes au téléphone, vous n'êtes pas forcément dans des bonnes dispositions. L'intérêt d'utiliser une partie automatisée, c'est que l'appel est pris en compte immédiatement. Vous allez utiliser votre voix et puis la problématique soit répondue immédiatement, soit sera traitée de façon anticipée, c'est-à-dire que si par exemple on a besoin d'une authentification, une identification de quelque chose, ça pourra déjà être fait par le robot et ça accélérera d'autant plus la prise en compte de votre problème. Sur le point de l'escalade vers le bon interlocuteur, il y a 10 à 15% de l'insatisfaction dans ce type d'environnement qui vient simplement du fait qu'on n'est pas dirigé sur la bonne personne. Et là encore, ça fait forcément écho, j'imagine, à chacun d'entre vous, où on vous a envoyé à un endroit, vous avez réexpliqué votre histoire, ah ben non, c'est pas le bon, on repart sur quelqu'un d'autre. Le callbot gère 10 à 15% de ces problématiques-là de façon simple.
Et puis, tout bêtement, ça va éviter les redites parce que là où l'intelligence intervient aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a transfert on doit escalader vers un interlocuteur, on est en capacité de lui donner tout l'historique des échanges qui ont déjà eu lieu et donc d'éviter à l'interlocuteur sa redite. Alors, je parlais des cas. Aujourd'hui, on est… non, je préfère revenir à la slide précédente, merci. Sur le fait que ça adresse des situations de plus en plus précises et de plus en plus caractérisées. Alors, bien évidemment, pour obtenir des informations, mais de plus en plus, on a une intervention des agents conversationnels sur des éléments transactionnels, c'est-à-dire qui vont soit réaliser des tâches qui avant pouvaient être faites au téléphone, soit vont permettre d'étendre complètement le service. Donc, typiquement, souscription. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui? Donc, c'est Katia qui a un petit souci de son. Alors, Katia s'est déconnectée, va se reconnecter, je pense. On va attendre 2 petites minutes. Alors, on va laisser encore 30 secondes à Katia pour se reconnecter. Voilà, ça marche, c'est parfait. Désolée, du coup, je ne sais plus quand mon micro s'est coupé, parce que je n'ai touché à rien. Donc, j'espère que ça n'avait pas été trop long. Je m'apprêtais à prendre l'exemple d'une prise de rendez-vous, qui est quelque chose que par téléphone, on peut être amené à faire extrêmement simplement. Dans un cas d'un site web, ça va être très simple. Vous allez définir le lieu, la date et l'heure. Lorsqu'on est en conversationnel, on fait appel à des technologies qui sont plus importantes parce que l'algorithme en temps réel va devoir reconnaître ce que vous lui dites et vous n'allez pas forcément lui dire je voudrais prendre un rendez-vous le 24. Vous allez peut-être lui dire demain. Ce demain, bien évidemment, il doit être dynamique en permanence. Vous n'allez pas lui dire je veux à 11h, vous allez lui dire j'aimerais bien en fin de matinée. Là, c'est pareil, il va devoir calculer en permanence. Donc, on est sur des problématiques qui sont extrêmement complexes, à la fois de traitement de l'information. En amont, il y aura eu bien évidemment la reconnaissance de ce que vous lui avez dit et l'interprétation de ce que vous lui avez dit. Et puis, on donnait un exemple tout à l'heure sur la complexité que les noms peuvent avoir dans des bases de données. Quand on est dans le conversationnel, c'est pareil. Quand on épelle son nom, on doit être capable d'identifier chacun des caractères, soit pour justement, dans le cadre d'une prise de rendez-vous, avoir le nom de la personne, qu'elle soit enrhumée ou pas enrhumée, qu'elle ait un accent ou qu'elle n'ait pas d'accent, pour que ce soit pertinent. Et puis, je donne d'autres exemples sur lesquels ce type d'interprétation va être assez fondamental. Si vous faites du suivi de colis, vous allez donner un numéro de dossier, vous allez donner
d'autres éléments qui peuvent être extrêmement utiles. Et là, aujourd'hui, on a des technologies qui vont en temps réel être capables de reconnaître ce que vous dites, d'interpréter ce que vous dites et d'aller chercher la réponse qui va faire que votre utilisateur va avoir tous les éléments et va en être satisfait. Je vais ensuite donc du coup passer à deux exemples très très concrets. L'avantage dans cet univers-là, c'est que quand on est sur le domaine de la voix, on est en capacité d'avoir des analyses de ROI qui sont relativement simples. Je dis pas qu'elles sont forcément faciles, mais par contre, les éléments en général, la plupart des marques les ont. Elles savent combien d'appels elles reçoivent par mois, par tranche horaire, par sujet. Elles savent combien durent les appels. Et donc, en fonction du cas d'usage et de l'automatisation qui est prévue, il est relativement simple de faire des hypothèses de taux de traitement à partir de la performance des outils qu'on va leur proposer. De voir, d'estimer la proportion des appels qui vont être 100% gérés par les algorithmes, ceux qui vont être partiellement gérés, mais rien que le partiellement, c'est souvent des économies substantielles, hein, puisque ça fait des communications plus courtes. Et donc, on va être capable de mesurer relativement facilement le bénéfice que ça va pouvoir apporter. Côté satisfaction client, bien évidemment, c'est toujours écouté, c'est en permanence optimisé, de manière à s'assurer que, encore une fois, on équilibre bien les deux balances entre l'optimisation des coûts et la satisfaction des clients. Les deux exemples que je vais vous citer, le premier, il est dans l'univers de l'assurance, et c'est pour donner un cas d'école. Ils ont des gros centres d'appel. Par contre, ces centres d'appel, ils sont pas ouverts en permanence. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un callbot qui soit en capacité de gérer tout ce qui était appel entrant en dehors des heures ouvrées. Le 24/24 et 7 jours sur 7, c'est un élément qui est important pour 40% des consommateurs quand on les interroge sur qu'est-ce qu'ils attendent en termes de service client. Donc là, c'était la possibilité de faire la jonction complète entre l'activité de la journée et l'activité suivante. En l'occurrence, c'est du revenu supplémentaire puisque il y avait d'une part des souscriptions de contrats et puis en termes de satisfaction puisque c'était prendre en compte des incidents, être capable de prendre tous les éléments qui étaient nécessaires pour la qualification d'une déclaration d'incident et ainsi de qualifier 90% des demandes qui étaient faites pour que le lendemain, quand les conseillers arrivent, ils rappellent immédiatement et de façon plus efficace les clients. Le deuxième exemple, c'est un opérateur dans le domaine des médias qu'on a activé avec Téléperformance, puisque dans la plupart des cas, les actions, les partenaires dans le domaine de la relation client et ceux qui ont des centres d'appel, bien évidemment, voient un intérêt à avoir une continuité de service et à optimiser les coûts. Là, en l'occurrence, on s'est rendu compte que sur 8500 appels dès le premier mois, et on aime bien faire ça parce que c'est immédiat en termes de rendement, les callbots avaient été capables de gérer 2000 appels de bout en bout, c'est-à-dire autant de conversations qui étaient affranchies d'une conversation directe et étaient capables d'en préqualifier la grosse majorité pour le reste. Donc, on aime bien donner des résultats immédiats parce que bien évidemment derrière c'est optimisé. On parle dans le domaine de l'intelligence artificielle, on parle d'amélioration continue par définition. Donc ces performances-là, en général, elles sont bien évidemment incrémentées. Je m'aperçois que le temps a passé. Simplement pour rappeler que sur ces 12 ans d'expérience, la particularité, indépendamment de cette pure expérience, c'est qu'aujourd'hui, c'est des solutions qui sont à la fois SaaS et on-premise. En tant que société française, on est en capacité d'accompagner avec des acteurs français et d'avoir de bout en bout un traitement de la donnée qui soit en France. Et pour certains acteurs, notamment dans le secteur public ou dans le secteur de la santé, c'est des éléments qui peuvent être extrêmement importants. Et puis sur la dernière slide, vous avez un panorama des marques que l'on accompagne depuis ces 12 dernières années. Sur des volumétries extrêmement importantes. Donc, je vous invite, si vous voulez des cas aussi
plus précis, détaillés dans ces domaines-là, à aller sur notre site puisqu'ils seront présents. Alors, merci pour votre attention. Donc, merci Katia. Donc, alors, il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, maintenant, en fait, alors déjà, merci pour la présentation de ces 3 solutions. Donc, on a vu que la première solution, donc, était une solution qui permet de catégoriser plus vite, avec plus de fiabilité, ces produits et donc de les mettre plus rapidement sur le marché. Ensuite, on a eu la complémentarité avec comment je contacte avec la meilleure pertinence possible mes clients. Et on a vu donc comment je réponds donc à mes demandes clients avec le plus de rapidité et de qualité à travers donc la 3e solution. Donc maintenant la question c'est comment s'y prendre donc pour mettre en place des solutions donc de ce type. Donc 2 choses. Alors donc déjà premièrement quels sont les éléments et quels doivent être les leviers sur lesquels je dois m'appuyer pour réussir? Bon, bien évidemment, donc il va falloir, donc pour le domaine précis sur lequel vous voulez mettre en place un projet, avoir des données digitalisées de qualité. Donc ça, c'est un élément entrant important. Donc au-delà de ça, donc vous allez avoir besoin également dans un type de projet d'IA de mettre en place une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens métiers soient embarqués dans le projet lui-même. Au-delà, bien évidemment, des personnes et des responsables techniques de l'opération, vous allez également avoir besoin de la partie sécurité, de la partie juridique également sur des projets de ce type, etc. Donc, l'important, c'est également de vraiment prendre conscience de cette équipe pluridisciplinaire. Et puis, comme c'est des projets qui vont quand même changer, donc des éléments dans la conduite du changement et dans l'organisation même des tâches, donc il est important, donc à partir du moment où on est sur un projet de changement dans l'entreprise, bien évidemment, d'avoir donc un sponsor au bord de l'entreprise qui sponsorise le projet, donc pour bien évidemment aider donc à l'adhésion des employés de ce projet. Et puis donc la démarche, elle est forcément très pragmatique sur un déploiement de solutions d'IA. Donc à travers 2 grandes étapes. Donc, la première, c'est de définir, bien sûr, donc, le cas d'usage qui aura le plus d'impact dans mon entreprise. Donc, là, on a eu 3 cas d'usage différents, mais bien évidemment, vous pouvez en avoir de nombreux autres. Et pour cette démarche, donc, ce que nous vous propose, donc, c'est 3 étapes. Donc, une étape donc, où on vous fait prendre conscience de ce que l'IA peut apporter aujourd'hui dans votre métier, dans votre secteur d'activité, à travers ce qu'on appelle une acculturation à l'IA. Et j'en arrive à l'étape clé, qui est l'étape de diagnostic innovation. Donc, sur ce diagnostic innovation, je vous propose, si vous êtes intéressé, donc, de mettre un diagnostic innovation en jeu donc aujourd'hui. Donc, également, je vais juste après vous en parler et vous expliquer en quoi il consiste. Et 3e étape, c'est une feuille de route, c'est-à-dire qu'on va vous donner des guides sur potentiellement, éventuellement, les tâches préliminaires à mettre en place dans l'entreprise pour déployer un projet et également vous donner des guides sur quel est le domaine et quel est le métier dans l'entreprise que je peux équiper en premier et voilà, sur quelle solution et quel cas d'application. Donc voilà, une fois bien évidemment que vous avez fait ça, arrive l'étape du choix de la solution. Est-ce que je dois développer une solution from scratch ou est-ce que je dois m'appuyer sur un éditeur qui est déjà donc aujourd'hui donc connu et reconnu sur tel secteur, mon secteur d'activité, donc et le cas d'application que je souhaite. Donc voilà, ça c'est la 2e étape. Donc et ensuite donc une fois que vous avez choisi soit de développer soit la bonne solution qui correspond donc à votre cas d'application, donc on passe donc bien évidemment sur une étape de pilote où je vais devoir tester la solution, mais surtout sur cette étape, ce qui est clé, c'est de pouvoir déjà identifier et mettre en œuvre des indicateurs de mesure du ROI qui vont me permettre donc de me donner bien sûr le feu vert pour le déploiement sur les étapes suivantes. Et bien évidemment, une fois que ce pilote est concluant et que je peux déployer, donc là, je rentre sur un projet d'industrialisation de déploiement où, bien évidemment, je dois conduire en même temps mon changement. Donc, voilà sur ces étapes rapidement présentées. Maintenant, je voudrais revenir sur une étape cœur, clé, qui est celle qui va vous permettre donc de décider
quel cas d'application peut être pertinent pour mon entreprise, sur quel métier dans mon entreprise je dois le mettre en place, donc, et quels sont les efforts que je dois faire pour pouvoir mettre en place ce projet. Donc, ce que l'on vous propose aujourd'hui, si vous êtes intéressé, je vous dirais simplement de indiquer votre nom dans le chat, c'est de vous offrir ce diagnostic qui est en fait un diagnostic disponible en ligne, digitalisé. Donc, on va vous envoyer un certain nombre de questions que vous allez descendre. Et une fois que vous aurez réalisé ce diagnostic en ligne, donc on va être à même de vous faire une restitution sur 3 radars. Donc, un radar de faisabilité dans mon entreprise, quels sont les efforts à faire par rapport à ma culture, par rapport à mes ressources, donc pour mettre en place un projet. Un radar qui va vous guider sur la stratégie, parce que l'intérêt pour moi, c'est plus de gagner de la productivité ou plus de me différencier ou d'être plus compétitif ou de personnaliser mes offres ou mon marketing. Et puis, bien évidemment, le dernier radar qui va focaliser le domaine dans l'entreprise qui est le plus propice pour une mise en place de projets d'intelligence artificielle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour découvrir un petit peu cette approche 360 d'analyse de capacité à faire et à mettre en place de l'intelligence artificielle dans votre entreprise, je vous propose de mettre simplement votre nom dans le chat et on vous recontactera bien évidemment derrière. Voilà, je vous rappellerai moi-même personnellement. Donc, et une fois que l'on a fait ce diagnostic, dernier élément important du choix de la mise en place du projet, c'est bien évidemment le choix de la solution. Et pour ça, nous avons aujourd'hui, comme je vous l'ai présenté en amont, la première place de marché qui a référencé en France les solutions qui, comme vous le voyez, sont aujourd'hui organisées par métier, par secteur d'activité, par cas d'application. Vous avez un choix très important et vous avez évidemment dans ce choix l'organisation par cas d'application, ce qui est important, puisque si vous cherchez des solutions, que vous êtes dans le secteur du commerce, que vous cherchez une solution sur la fidélisation client, que vous cherchez une solution sur l'optimisation de ma connaissance client et de ma communication client, ou de mes chatbots, vous avez en fait bien évidemment dans ce référencement cette classification qui est faite et qui vous guide vers la meilleure solution pour vous. Donc, voilà pour le référencement. Et on en arrive à la conclusion de ce webinaire. Et il reste encore 5 minutes pour adresser toutes les questions que vous nous avez posées. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui ont été répondues en ligne. Par contre, il y en a qui restent ouvertes autour, je pense notamment de la partie chatbot, agent virtuel. Il y a des questions sur des questions d'intégration avec le CRM. Oui, typiquement, ça fait partie des éléments, je disais que l'intérêt, c'était d'apporter des réponses personnalisées. Les réponses personnalisées, c'est possible à partir du moment où, effectivement, le produit est connecté sur le CRM. Donc, ça va donner la capacité de reconnaître le client, éventuellement de reconnaître sa commande. Donc, bien évidemment, oui, ces outils sont très fréquemment, pas systématiquement, mais sont fréquemment connectés à des outils CRM lorsqu'on est sur de la relation client. D'accord. Il y avait aussi des questions sur le nombre de langues gérées. Je crois que j'ai vu ça. Oui, j'ai répondu. Alors, Didut, une société française, on est particulièrement bon en français et en anglais, mais notre NLP gère plus d'une dizaine de langues. Et puis derrière, on est toujours capable de s'interconnecter avec des matchers de grosses sociétés tierces qui font de la reconnaissance de langages différents. Mais c'est vrai qu'on est particulièrement bon en anglais et en français. Français en anglais. Ok, parfait. Je suis en train de descendre toutes les questions, voir si on n'en a pas qui sont restées ouvertes. Non, je ne vois pas d'autres questions dans le chat auxquelles on n'ait pas déjà répondu. Donc, est-ce que on peut ouvrir à ce moment-là, si les personnes souhaitent poser directement des questions en ligne, vous pouvez vous démuter et prendre la parole. Sylvie, je m'en vais. Je suis désolée, je dois partir. Au revoir. Merci à tous. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions.
Donc, j'ai vu, pardon. Donc, j'ai vu également donc, que 3 personnes avaient répondu, donc être intéressées par le diagnostic. Donc, j'ai bien noté, je vous recontacte donc, très rapidement. Merci à tous. Donc, je pense qu'on peut fermer la session. Voilà. Merci à tous. Donc, et bonne journée à tout le monde. Au revoir, merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci.